Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'appel du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lancé aux rebelles tigréens. Après s'être engagé sur le front, le chef du gouvernement a appelé les éléments du TPLF à se rendre. Le prix Nobel de la paix qui affirme par ailleurs que la jeunesse tigréenne est en train de tomber. L'ancien président guinéen Alpha Condé placé en résidence surveillée. La junte au pouvoir a annoncé avoir transféré l'ancien chef de l'État renversé le 5 septembre dernier. Il réside désormais en proche banlieue de Conakry. Et puis un point sur la Coupe arabe des nations de football, une compétition qui a démarré avec la victoire de la Tunisie face à la Mauritanie. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le mécontentement du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad après les mesures d'amnistie générale décrétées par les autorités de transition ce 29 novembre. Des mesures qui concernent rebelles et opposants qui avaient été condamnés pour atteinte à l'intégrité de l'État notamment, délit d'opinion ou encore terrorisme. Cependant, les éléments du FACT sont exclus de cette amnistie. Une véritable surprise pour leur président, Mahamat Madi Ali, s'il indique prendre acte de cette décision. Il affirme par ailleurs que ce geste aurait favorisé la réconciliation nationale. Il avait enfilé la semaine dernière son uniforme pour rejoindre le champ de bataille. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé ce 30 novembre les rebelles tigréens à se rendre. Dans une vidéo diffusée sur les médias d'État, le prix Nobel de la paix a estimé que les forces gouvernementales se rapprochent de la victoire. Plus de précisions dans ce sujet de Gradiela Tchakounté et Gladys Mwamba. La victoire est proche, c'est ce qu'affirme le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Présent depuis plus d'une semaine sur le front pour asseoir sa posture de chef, le prix Nobel de paix 2019 salue les victoires militaires contre les Tigréens dans la région d'Afar et exhorte les rebelles à se rendre. Les jeunes Tigréens tombent comme des feuilles. Ils doivent savoir qu'ils ont été vaincus et se rendre, à partir d'aujourd'hui, aux forces de défense, aux forces spéciales, aux milices et au peuple. En comprenant qu'ils participent à quelque chose qui n'a pas une vision ou un plan clair et qui ne peut déboucher sur une victoire. Des affirmations qui pour l'heure n'ont pas pu être vérifiées. Il faut dire qu'outre la contre-offensive d'ordre militaire, c'est une guerre de communication qui se joue sur le terrain. Il est d'ailleurs désormais interdit de diffuser, via n'importe quel moyen de communication, tout mouvement militaire n'ayant pas été au préalable officiellement publié par le gouvernement. Le TPLF dénonce des jeux de guerre farfelus. Abiy Ahmed, lui, met en scène une posture de stratège militaire. Le commandement Est a remporté une victoire inimaginable en une seule journée de planification et une journée et demie de combat. Maintenant, nous allons répéter cette victoire sur le front. Notons que cette guerre, qui dure depuis 2020 entre les forces gouvernementales et les combattants du TPLF, a fait déjà plusieurs milliers de morts, jeté sur les routes plus de 2 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire. Pour tenter d'arracher un cessez-le-feu, l'ex-président Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, mène depuis plusieurs semaines des efforts diplomatiques, mais pour l'heure, les deux camps sont loin de s'entendre sur d'éventuels pourparlers. Dans l'actualité également, le rejet en Libye du recours déposé contre la candidature de l'actuel Premier ministre Abdelhamid Dbeibah à la présidentielle. Une résolution prise ce mercredi 1er décembre par la Cour d'appel de Tripoli. Elle intervient à quelques semaines d'un scrutin déterminant pour la Libye. Le chef du gouvernement reste donc sur la liste des candidats en lice à cette élection prévue pour le 24 décembre prochain. Une candidature par ailleurs controversée dans la mesure où la loi électorale ne lui permet pas de se présenter. Le texte en question prévoit dans l'article 12 que tout candidat, fonctionnaire ou militaire, doit quitter ses fonctions 3 mois avant la date de l'échéance électorale. Plus d'espace, mais toujours pas de liberté. En Guinée, l'ancien président déchu Alpha Condé a été transféré dans la résidence de son épouse située en proche banlieue de Conakry. Une information confirmée ce lundi par le Comité national du Rassemblement pour le développement qui dit vouloir assurer à l'ancien chef de l'État un traitement digne de son rang. Les explications de Mildred Diamou. Le président guinéen déchu, Alpha Condé, a rejoint son épouse après son arrestation par les éléments du Comité national de redressement et du développement, CNRD.
La junte guinéenne a annoncé le 29 novembre 2021 dans un communiqué le transfert de l'ex-dirigeant renversé puis détenu à la suite du coup d'État du 5 septembre 2021 par les militaires chez sa conjointe dans la capitale Conakry. Il faut surtout saluer et encourager la junte à aller dans ce sens parce que cet allègement des conditions de détention de Alpha Condé a provoqué une grande joie dans les rangs de l'ancien parti au pouvoir. Aujourd'hui, il faudrait aller dans le sens de la décrispation, il faudrait donner des garanties de bonne foi et c'est ce qui est en train d'être prouvé par le CNRD. Après quelques mois de détention, l'ancien président Alpha Condé réside désormais chez son épouse Haja Kaba Condé, mais sous résidence surveillée, indique un communiqué diffusé à la télévision nationale par la junte au pouvoir. Toutefois, la junte n'a pas précisé si son séjour était assorti de restrictions de la part des militaires. Le Comité national de redressement et du développement CNRD continuera à assurer à l'ex-dirigeant un traitement digne de son rang, sans aucune pression nationale ou internationale, indique le communiqué. Il y a aujourd'hui besoin pour la junte au pouvoir en Guinée de prouver qu'elle est véritablement engagée dans la dynamique de consolidation des relations qui existent entre la Guinée et la CEDEAO. Ça pourrait même aujourd'hui empêcher qu'il y ait un durcissement de ton contre la Guinée. Cet allègement des conditions de détention fait partie des exigences de la communauté des États ouest-africains CEDEAO, avec la tenue d'élections dans un délai de 6 mois. L'organe sous-régional avait également suspendu la Guinée de ses instances et sanctionné les membres de la junte militaire. Cependant, la junte demande qu'Alpha Condé soit jugé. Le Congo a abrité la première édition du CEMAC Business Energy Forum. Organisé à Brazzaville, l'événement était axé sur 3 points majeurs. La mise en œuvre de la ZLECAf notamment, l'impératif du développement de l'industrie énergétique en CEMAC et enfin les perspectives pour le développement des partenariats publics-privés. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les pays de la CEMAC pourraient atteindre une production de 25 000 MW d'ici 2025 et assurer leur autosuffisance énergétique s'ils profitent pleinement des potentialités dont ils disposent, entre autres la biomasse, le gaz naturel liquéfié. Face à la vétusté des infrastructures existantes et du faible investissement, les pays de la CEMAC qui souffrent d'une pauvreté énergétique ont besoin de s'interconnecter. Vous conviendrez avec moi, est une opportunité pour les pays de notre sous-région d'agir en synergie, afin d'harmoniser leur stratégie d'exploitation des ressources pétrolières et gazières, de parvenir à peser sur l'industrie et les marchés pétroliers mondiaux et répondre avec efficacité à la problématique de la pauvreté énergétique africaine. Le retard énergétique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale freine sa croissance. Toutefois, les acteurs du secteur de l'énergie de la Guinée équatoriale, du Congo, du Tchad, du Cameroun, du Gabon se sont réunis ce 30 novembre 2021 à Brazzaville lors du CEMAC Business Energy Forum du Pro Meetup and Learn. Objectif, promouvoir un véritable marché sous-régional de l'énergie avec des projets communautaires. Nous devons nous parler, c'est la première des choses que nous devons faire. C'est pour ça que nous sommes là. Et ensuite, nous devons chercher des moyens de trouver des solutions qui sont réelles et pratiques pour les problèmes que nous avons. Et nous n'avons plus besoin d'aller toujours à l'extérieur. Le CEMAC Business Energy Forum a favorisé les échanges et les discussions entre les différents acteurs de l'énergie, les institutions financières, les investisseurs et les gouvernants sur la transition vers des énergies renouvelables. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a l'ambition de rattraper son retard sur le continent. L'actualité sportive à présent avec la Coupe arabe des nations de football qui a débuté ce mardi 30 novembre au Qatar. 6 équipes africaines y participent. En ouverture de balle, les Tunisiens ont largement dominé la Mauritanie. Score final 5-1. On fait le point avec José Douglas. 16 équipes asiatiques et africaines issues du monde arabe participent à la compétition depuis le 30 novembre. Une épreuve qui était rangée dans les armoires et qui réapparaît avant la prochaine Coupe du Monde de 2022 et chapeautée par la FIFA. La première édition remonte à 1963 et avait été organisée à Beyrouth au Liban et remportée par la Tunisie. C'est l'UEFA, l'Union des associations arabes de football, qui avait eu cette belle idée et à 8 occasions, les équipes se sont retrouvées de 1964 à 2012 et l'Irak détient le record avec 4 titres.
coup d'arrêt de la compétition en 2019 pour faute de sponsors. Je vais pouvoir compter sur une grosse majorité de l'ossature qui ira au Cameroun. Je vais aussi en profiter pour faire des essais, mieux connaître les joueurs puisque j'ai été nommé mi-novembre. Cette coupe arabe tombe vraiment bien pour toutes ces raisons. 4 groupes, comme vous le voyez, Qatar, Irak, Bahreïn, Oman dans le A, Tunisie et Émirats Arabes Unis, Syrie, Mauritanie dans le B, Maroc, Arabie Saoudite, Jordanie, Palestine dans le C et Algérie, Égypte, Soudan, Liban dans le D. 7 des 8 stades qui abritent le Mondial 2022 accueillent la compétition. Hormis l'Algérie, le Maroc et l'Arabie Saoudite, toutes les fédérations ont envoyé au Qatar leur meilleure équipe. Nous avons fait le choix de prendre beaucoup de jeunes. Les plus vieux ont 24 ans. Les internationaux d'Al Hilal, qui vient de remporter la Ligue des champions asiatiques, ou d'Al Nasr, ont été beaucoup sollicités cette année. Et avec Hervé Renard, nous les avons mis au repos pour ne pas les cramer en vue de 2022. La Tunisie, le Soudan, l'Égypte et la Mauritanie affûtent leurs armes en préparation de la CAN au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Un coup d'œil sous les matchs à venir et à propos de la deuxième journée, ce vendredi 3 décembre, un groupe A, Bahreïn, Irak et Oman, Qatar. Un groupe B, Mauritanie, Émirats Arabes Unis et Syrie, Tunisie. Et ce samedi 4 décembre, un groupe C, Jordanie, Maroc. Et à 20h, Palestine, Arabie Saoudite. Et un groupe D, Liban, Algérie et Soudan, Égypte. Troisième journée à partir du lundi 6 décembre. Cette épreuve est aussi dotée de primes particulièrement motivantes. 4,5 millions d'euros pour le vainqueur, 2,7 millions pour le finaliste, 1,8 million pour le troisième, 1,3 million pour le quatrième. Les quarts de finalistes et les équipes éliminées au premier tour empocheront respectivement 890 000 et 665 000 euros. À titre de comparaison, lors de l'édition 2012, le vainqueur avait touché 900 000 euros et le finaliste 500 000. Olivia Yassé, la reine de beauté ivoirienne, participera au prochain concours de Miss Monde qui en est à sa 70e édition. La cérémonie a lieu le 16 décembre prochain à San Juan, la capitale de Porto Rico. Celle qui décrochera la couronne succédera à la Jamaïcaine Toni Hansing. Un sujet de Zahra Mohamed-Moutiou. Être couronnée Miss Monde, c'est le rêve de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Olivia Yassé, elle a 23 ans. Et elle figure déjà parmi les favorites de la compétition. Olivia Yassé est prête, plus déterminée que jamais à représenter son pays, la Côte d'Ivoire, et toute l'Afrique, lors de la 70e édition de Miss Monde, qui se tiendra le 16 décembre prochain à Porto Rico. Ce concours représente d'abord un challenge personnel, une étape de ma vie que je suis en train d'accomplir. Il représente aussi un véhicule par lequel je pourrais toucher une grande partie de nos populations ivoiriennes, africaines et mondiales en ce qui concerne mon projet de vie, qui est de porter ma voix pour les personnes vulnérables, les minorités. Depuis 1951, le concours de beauté international désigne chaque année la tenante du titre parmi plus d'une centaine de candidates. Olivia Yassé peut être la prochaine reine de beauté. C'est tout un pays qui soutient la jeune étudiante. Auprès d'elle se tiennent plusieurs célébrités mobilisées autour de sa candidature. En tant que jeune ivoirienne, il n'y a rien de plus exaltant que chacune de mes actions me procure l'intime conviction que je fais de mon mieux pour défendre les couleurs de mon pays. Par ailleurs, je suis honorée d'associer ma voix à la défense des minorités et des personnes victimes de discrimination. En effet, bien que nous soyons tous différents les uns des autres, chacun a sa place dans le monde et devrait voir la singularité s'épanouir dans la pluralité du monde. Cette année encore, des millions de téléspectateurs à travers le monde seront devant leurs écrans. Olivia Yassé, qui fait la promotion de la beauté naturelle, est l'une des prétendantes au titre que toutes les Miss rêvent de remporter. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.